Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et joyeux Halloween. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'adore cette période de l'année. Et non, c'est pas incompatible avec le fait d'être une flippette de compète. Ce qui me plaît, c'est l'ambiance à la fois festive et anxiogène de cette nuit qu'on ne retrouve pas dans les autres saisons type Noël ou fête du travail. Et cette ambiance ne dépend pas d'un déluge d'hémoglobine qu'on nous balance toutes les 4 secondes à la figure. C'est souvent difficile à travailler, surtout dans le domaine de l'animation qui est trop souvent considéré comme uniquement destiné à un public enfantin. Mais ça n'a pas empêché certains titres de jouer avec leurs limites imposées pour proposer des atmosphères aussi anxiogènes que possible. Et parmi tous ces titres, celui que nous travaillerons pour Halloween 2023 sera Jumanji. Ce générique me colle des frissons à chaque fois. Tout commence en 1983 avec la publication d'un livre pour enfants écrit et illustré par Chris Van Allsburg. Le livre raconte les mésaventures de Judy et Peter qui profitent de l'absence de leurs parents pour aller au parc, dont ils ramènent un étrange jeu de plateau à thème safari appelé Jumanji. Ils décident d'y jouer pour le fun et découvrent que chaque étape de leur partie se produit dans le monde réel de la réalité véritable. Peter tombe sur la case « Rencontre avec un lion sort de nulle part et tente de le manger. Judy tombe sur la case ruée de rhinocéros, Vlatipa qu'un troupeau de rhinos leur fonce dessus, et ainsi de suite. Avec tous les dégâts matériels que vous pouvez imaginer quand la nature se déchaîne dans l'intérieur d'une maison pavillonnaire. Les enfants comprennent rapidement qu'elles doivent à tout prix terminer la partie pour que tout rentre dans l'ordre, ce qu'elles arrivent à faire après de nombreuses complications. Et elles finissent par se débarrasser du Jumanji, mais le jeu est ramassé par 2 autres enfants, Danny et Walter Budwig, dont les mésaventures seront racontées dans Zathura, encore de Van Allsburg, et publié en 2002. Même s'il est titulaire du National Book Award, équivalent américain du prix Goncourt, le livre n'a rien de transcendant. C'est une succession d'événements plus ou moins chaotiques racontés de manière très simple, à portée des enfants. Je laisse en description un lien vers la traduction du livre pour les curieuses et curieuses parmi nous, mais vous manquez pas grand chose à ne pas le lire. Il a néanmoins suffisamment attiré l'attention pour que la TriStar Pictures ne lance un projet d'adaptation avec Joe Johnson à la réal et le regretté Robin Williams au casting, le tout pour une sortie en 1995. Ce film est un classique de l'époque, imparfait mais sincère, que j'aime de tout mon petit cœur et que je vous ordonne à tous d'aller voir ou revoir si vous n'en avez pas encore eu l'occasion. Ce film inspirera finalement une série d'animation américaine de 40 épisodes répartis en 3 saisons, diffusée pour la première fois entre septembre 1996 et mars 1999. La série prend cependant la tournure inverse du film. Dans le film, le jeu prend vie à chaque lancer de dés et influence le monde réel de la réalité véritable. Dans la série, chaque épisode se déroule comme tel. Judy et Peter Shepard vivent leur vie dans leur ville de Brantford, font face à un obstacle quelconque, et elles lancent les dés, le jeu leur donne une énigme, puis les aspire littéralement à l'intérieur de lui-même, et elles vivent des aventures dangereuses avec leur pote Alan, résolvent l'énigme du jour avant le générique de fin, puis sont renvoyés à la maison où elles pourront régler leurs problèmes avec la leçon enseignée au forceps par le Jumanji. Rincé et répété pendant 40 épisodes, le but à long terme étant d'aider Alan à retrouver et résoudre son énigme pour qu'il puisse définitivement revenir dans le monde réel de la réalité véritable avec elle, et on pourra ensuite se débarrasser de ce maudit jeu une bonne fois pour toutes. Le premier ou la première qui me fait une comparaison avec Code Lyoko et la situation d'Aelita dans la saison 1 sera donné en pâture au dragon. Croyez-moi, elle le fera. En attendant, pour Halloween, nous travaillerons les 3 héros de Jumanji à la sauce Crypt Show. À nos marques. Prêts ? Dessinons. Judy et Peter ne sont pas vraiment différenciables dans le livre. Elles sont 2 gamins qui ont un tas de jouets dont elles se lassent rapidement. Judy semble légèrement plus proactive, vu que c'est elle qui comprend qu'il faut finir le jeu pour mettre fin à leur galère. Dans le film, les enfants Shepard sont 2 gamins récemment orphelins qui font leur deuil de manière un peu compliquée. Judy a en effet développé des tendances à la mythomanie qui lui causent des problèmes avec les adultes. Elle est aussi très protectrice avec son frère, qui semble être la seule personne avec laquelle elle se permet d'être honnête. Elle est jouée par une toute jeune Kirsten Dunst avec la voix de Noémie Orphelin. Allô ? Judy, c'est tante Nora, où étais-tu ? Navré, ma chère, c'est une erreur de numéro. Dans la série, Judy perd de sa mythomanie et devient plutôt une première de la classe je sais tout, dont les connaissances sont souvent pratiques, mais qui a de gros problèmes de confiance en elle. Au départ plutôt mitigée à l'idée de revenir dans le Jumanji, qui est quand même pire que l'Australie et l'Amazonie combinées, elle finit par accepter de recommencer autant de fois qu'il le faudra pour sauver Alan. Elle est jouée par Debbie Derryberry en anglais et par Barbara Tissier en français.
Pas du tout. On était seulement un peu occupés. Et puis, ça fait à peine 4 ou 5 jours. Je trouve un peu dommage que la série a fait de Judy une première de la classe qui n'aime pas mentir. Je sais que c'est pas le genre de morale qu'on veut enseigner aux jeunes, mais le mensonge est une autre manière de démontrer l'intelligence d'un personnage. Un peu comme Lyra de la Croisée des Mondes. Enfin, grâce à ces vidéos, je peux la réécrire comme je veux. Comme dit dans l'intro, je m'inspire de la série animée Crypt Show, qui est une version animée de la série live Les Contes de la Crypte, elle-même inspirée des BD de William Gaines et Al Feldstein aux éditions ICI Comics. Le dessin animé avait certes plus de restrictions par rapport à la série live, mais ça n'empêchait pas d'avoir une ambiance intéressante qui aidait à bien maintenir l'angoisse de l'épisode du jour. Les maîtres mots pour mon exercice seront donc des traits réalistes suffisamment détaillés, des lignes noires très marquées, des ombres très appuyées, limite opaques, des couleurs froides et délavées, voire ternes, et peut-être une texture de vieux papier de comics pour le résultat final. J'ai pas encore décidé à l'heure où j'enregistre mon texte. Pour Judy, on va donc rester sur sa salopette bleue avec ses longues nattes blondes. C'est simple et efficace, comme on l'aime. Et je sais que c'est Peter qui manipule la hache dans le film, mais on va dire que Judy la lui a confisqué pour ce tour. Si je devais réécrire l'intrigue, je pense que j'aimerais mélanger un peu les principes du film et de la série. Pendant les premiers tours, le Jumanji influence le monde réel de la réalité véritable en provoquant les catastrophes que vous pouvez imaginer. Puis à mi-parcours, ce sont les joueuses qui se retrouvent emportées dans l'univers du jeu et doivent continuer à lutter pour atteindre la fin de la partie. Tout ça alors que le jeu continue de se déchaîner dans le monde réel de la réalité véritable. Judy Shepard, traumatisée par la mort de ses parents, a développé une mauvaise tendance à la mythomanie qu'elle a du mal à contrôler en dépit de ses bonnes intentions. Au cours de la partie, elle apprendrait à mieux utiliser son talent et à faire assez confiance aux autres pour rester honnête avec elles. Comme dit plus tôt, Peter n'a pas de véritable personnalité dans le livre. Il semble plus timoré que sa sœur et les illustrations laissent penser qu'il est plus jeune, mais rien d'autre. Dans le film, il est joué par Bradley Pierce avec la voix de Damien Dandre. Ses crocs sont tranchants, il aime votre goût, il vaut mieux prendre vos jambes à votre cou. La mort de leurs parents l'a tellement marqué qu'il en a développé un mutisme sélectif. Il ne parle plus à personne à part Judy, puis plus tard Alan en se rendant compte de leur trauma partagé. C'est un gamin qui a beaucoup de ressources, assez calé en psychologie inversée et qui se rapproche rapidement d'Alan. Il sert aussi à démontrer que le Jumanji ne supporte pas la moindre tentative de triche car il est transformé en singe pour avoir tenté d'obtenir un résultat bien spécifique au dé. Il est également touché par le syndrome « Maman j'ai raté l'avion » avec son idée de bricoler un piège pour le méchant de service. Dans la série, Peter devient le cliché du sale gosse qui passe son temps à s'attirer des ennuis, se fait brimer par les autres enfants et les adultes et reçoit le plus de punitions de la part du Jumanji, généralement en se transformant en toutes sortes d'animaux. Il a malgré tout certaines capacités d'adaptation et ne manque pas de bonnes intentions. Il est joué par Ashley Johnson en anglais et par Patricia Legrand en français. Elle qui passait tout son temps à la bibliothèque, même que ça me démoralisait. Ce personnage me laisse vraiment mitigée, parce que même si j'aime le Peter qui s'adapte facilement à la situation, il est beaucoup plus intéressant dans le film en enfant traumatisé. Et puisque c'est la saison, on va pas s'en priver. Dans la série, Peter ne porte qu'un t-shirt orange, un jean bleu et des baskets. C'est pratique en termes d'animation, mais un peu simpliste en termes de chara-design. Donc, on va combiner cette base avec la veste qu'il porte dans le film. Et on va tenter de reprendre les bouclettes qu'avait Bradley Pierce de manière assez simpliste pour correspondre au style Crypt Show. J'aime bien les taches de rousseur que la série lui a collées, donc on va les reprendre. Et peut-être les lunettes qu'il porte dans les illustrations du livre, j'ai pas encore décidé au moment où j'écris mon texte. En parlant d'écriture, dans ma version du scénario, Peter conserverait son mutisme sélectif, mais en encore plus prononcé, au point qu'il a appris la langue des signes pour pallier à son trauma, et Judy doit jouer les interprètes pour les autres, y compris leur tante Nora, ce qui n'est pas aidé par la mythomanie de la grande sœur. La partie serait l'occasion pour Peter de faire face à ses traumas et de recommencer à parler avec les autres.
le livre, Alan n'existe pas. Ouais, c'est un personnage original créé uniquement pour le film. Joué enfant par Adam Hanbird avec la voix de Dimitri Rougeol. Je crois que je suis pas prêt pour Cliffside alors. Alan Parrish est un gosse des années 60 au vélo anachronique, dont la famille descend du fondateur de la ville de Brantford. Son père Sam est également à la tête de la fabrique de chaussures qui permet à toute la ville de tourner rond en termes économiques. Celles qui font un jeu de mots avec son nom rejoindront celles qui font la comparaison avec Code Lyoko. Mais son statut n'empêche pas le petit Alan de se faire victimiser par les brutes de la ville, ni d'avoir des conflits avec son père vraiment peu démonstratifs. C'est lui qui trouve le Jumanji et lance une première partie avec Sarah, sa camarade de classe dont il est amoureux. Un mauvais jet le condamne hélas à rester dans la jungle jusqu'à un jet salvateur, donc le gamin rentre littéralement dans le jeu. Et bien évidemment, personne ne veut croire Sarah quand elle tente d'expliquer la situation. 26 ans s'écoulent jusqu'à ce que Peter fasse le jet salvateur, ce qui permet de ramener Alan sous les traits du regretté Robin Williams, avec sa voix attitrée Michel Papineschi. Tu t'es rasé avec un bout de verre? Et toi alors, où est-ce que t'achètes tes habits? Au marché aux puces? Qu'est-ce que tu crois? C'est la première fois que je me rase. Il aidera Judy et Peter à terminer la partie entamée avec Sarah après bien des situations extrêmes et des coups émotionnels bien déprimants. Puis leur jeu leur fera une Ocarina of Time en permettant à Sarah et Alan de revenir dans leur corps d'enfant pour se débarrasser du Jumanji, vivre une belle vie avec les parents d'Alan, protéger la ville de la banqueroute et même sauver indirectement les parents Shepard. Dans la série, Alan joue seul au Jumanji et n'a pas pu lire son énigme, ce qui fait qu'il est entraîné dans le jeu sans indice pour rentrer et passera plus de 20 ans à survivre au Jumanji, tout en cherchant un moyen d'en partir. L'arrivée de Judy et Peter lui permettra de renouer par à coup avec le monde réel de la réalité véritable, jusqu'à la fin de la série où on apprendra enfin son énigme et où il rentrera définitivement. Dans les deux cas, le fait d'arriver si jeune dans un environnement encore pire que l'Australie combiné à l'Amazonie a pas mal touché ses nerfs, le rendant à peu près aussi mature que Peter, mais néanmoins bien préparé à la lutte quotidienne pour la survie. Il connaît également la majorité des légendes et des dangers cachés du Jumanji. Il est joué par Bill Fagerbakke en anglais et encore par Michel Papineschi en français. Tu n'as rien à craindre, Peter. Les plus dangereux sont les tigres insomniaques. Le personnage est pas mal porté par le charisme de feu Robin Williams, mais Alan reste une perspective intéressante sur le danger quotidien du Jumanji. En plus des nombreux drames engendrés par sa disparition et du petit sous-texte sur les relations familiales dans son conflit avec son père. Pourtant, il y a 2-3 détails qui me titillent un peu avec lui. Alors oui, je veux bien qu'il soit devenu un gars assez baraqué avec une belle toison à force de devoir se battre pour sa survie et loin des commodités modernes. Ça, c'est logique. Ce que je trouve moins logique, c'est qu'il n'a aucune blessure ni dans le film ni dans la série. En plus de 20 ans! Pas une marque de brûlure, pas de morsure cicatrisée, pas de morceaux de peau arrachés, que dalle! Or, c'est pas pour rien que je continue de comparer le Jumanji à un mélange entre l'Australie et l'Amazonie. Tout ce qui s'y trouve, vivant ou non, peut te tuer, veut te tuer et va te tuer dès que tu entreras dans son champ de vision. Comme ce détail m'énerve un peu, j'ai décidé d'en donner à ma version d'Alan, dont une sur l'œil droit et un nez un peu cassé. Pour sa tenue, j'ai essentiellement repris le costume de Robin Williams dans le film en ajoutant quelques protections en bois sur les bras et les jambes. J'ai jamais compris si son chapeau était une carapace de tortue ou un reste de plante carnivore, mais en tout cas ça m'a donné l'idée de lui en attacher une dans le dos. Je sais, c'est pas cool pour la tortue et le reste, mais le gars tente de survivre à une mort quotidienne, donc lâchez-lui un peu la grappe. Comme dans le film et la série, Alan serait un joueur perdu depuis plus de 20 ans dans le Jumanji, jusqu'à en sortir grâce à un jet de Peter. Sauf qu'à force, il serait devenu de plus en plus un personnage du jeu, comme Van Pelt ou Arsu Isrik. Ses souvenirs de sa vie d'antan seraient donc très vagues et un autre objectif pour lui serait de recouvrer la mémoire en plus de se réadapter à la réalité. Au cours de la partie, il finirait par se détacher du jeu grâce aux enfants jusqu'à enfin revenir complètement dans le monde réel de la réalité véritable. Comme je l'ai dit plus tôt, Jumanji est une pépite culte des années 90. Culte à quel point? Au point qu'il y a eu 2 suites en 2017 et 2019, avec une potentielle 3e en préparation pour 2024.
Enfin, ces suites ressemblent plus à des seboots, vu que les personnages du premier film sont cités, mais n'ont même pas le droit à un caméo ou à un rôle de mentor pour les nouveaux et nouvelles protagonistes. À leur décharge, Robin Williams est un peu mort en 2014, alors ça aurait été un peu compliqué de le ramener sans déclencher une apocalypse zombie. D'ailleurs, ces deux seboots suivent davantage la promesse de la série que celle du film. Jumanji, le jeu de plateau, devient pour quelques raisons un jeu vidéo qui propose d'incarner un avatar dans lequel la joueuse se fait aspirer pour terminer un niveau quelconque et revenir dans le monde réel de la réalité véritable, toujours dans un cadre mélangeant l'Australie et l'Amazonie en termes de dangerosité. Perso, j'ai pas vu ces films, j'en voyais pas l'intérêt même pour cette vidéo, mais si vous l'avez fait, n'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires. J'ai pas mal hésité à faire une vidéo sur la série Jumanji parce que je trouve que le graphisme était plutôt représentatif de l'état d'esprit, atypique, presque monstrueux, mais néanmoins reconnaissable, qui aide à bien rendre le malaise ambiant de ce jeu mystérieux. Parce que ouais, quel que soit le médium, on n'apprend jamais les véritables origines du Jumanji. Qui l'a créé, si le jeu est en fait un portail vers un univers parallèle, comment un jeu de plateau peut devenir une console de jeu avec sa cartouche, par quelle magie chelou il peut aspirer et recracher des êtres vivants. Même la série qui permet d'explorer un peu plus l'univers du jeu n'en révèle pas tant que ça au final. Et même les infos qu'elle nous donne au compte-gouttes, on doit les prendre avec des pincettes. On sait juste que le jeu a une certaine conscience, qu'il contrôle les pions, qu'il déteste quand on triche et qu'il fera tout pour qu'on joue avec lui. En même temps, un jeu auquel on ne joue pas a-t-il une raison d'exister? Vous avez 4 heures. Et c'est ça qui est à la fois génial et terrifiant avec le Jumanji. On en ignore tant et il est si imprévisible qu'on ne peut que redouter ce qu'il fera à chaque lancer de dés, ce qui nous fait craindre tout ce qui peut se rapporter au jeu. Pour citer H.P. Lovecraft, l'émotion la plus ancienne et la plus forte de l'humanité est la peur, et la peur la plus forte et la plus ancienne est la peur de l'inconnu. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ou à suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne et mes réseaux et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve bientôt à l'atelier et attention derrière vous! Désolée, j'ai pas pu résister. C'est la saison des blagues et puis reconnaissez que c'est toujours plus original que le... Trop facile.